Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Hangzhou. C'est une ville avec laquelle j'ai des liens très profonds. Je suis venu plus d'une dizaine de fois il y a plus de 20 ans. Et donc je connais un peu cette ville, mais elle change très très vite. Nous allons en parler. Je suis venu ici pour un forum sur les technologies financières, sur des sujets un petit peu arides, la blockchain, les fintech. Mais nous allons aussi parler du Westlake. On va aussi parler de la nature, de ce très beau musée du thé. Il y a ici, dans cette ville, du yin et du yang. Il y a aussi de la force et de la douceur. Il y a beaucoup d'intérêt. Au début, j'étais un des seuls à bien connaître en Europe Hangzhou. Et donc, quand je parlais d'Hangzhou, je faisais découvrir à mes amis une ville nouvelle. Maintenant, depuis le début des années 2000, depuis que M. Xi Jinping avait pris les commandes de la province, depuis que le G20 a organisé la notoriété d'Hangzhou, tout le monde connaît Hangzhou. Mais Hangzhou, dans les profondeurs, il faut chercher à les découvrir. Elle a beaucoup de secrets, beaucoup de légendes. Je suis venu au moins une bonne dizaine de fois à Hangzhou. Je suis même venu en famille avec mon épouse pour voir ce très beau lac, ce lac Westlake qui a un charme exceptionnel. Et je m'étais occupé en son temps de sa reconnaissance par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'humanité. Les montagnes sont fortes et douces. Les champs de thé tout autour donnent beaucoup de poésie à ce site. Hangzhou est une ville que j'aime beaucoup parce qu'elle est très chinoise. C'est une ville de légende, c'est une ville d'histoire, c'est une ville d'aventure. On y raconte que des histoires d'amour qui souvent ont mal fini. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a un serpent qui resterait dans cette tour au milieu du lac, car ce serait une jeune et jolie femme qui aurait été transformée en serpent parce qu'elle ne pouvait pas répondre à l'amour qui lui était proposé. Il y a aussi des légendes qui font que pour la Saint-Valentin, des jeunes qui voulaient se marier n'ont pas eu l'autorisation des parents, ils ont été transformés en papillons. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes ici. 这个老城这有1000年的历史，1000多年。这里它也是一个国都。这是这个中国的爱情之都，中国版的《罗密欧与朱丽叶》是诞生在这里，梁山伯与祝英台。 梦里沿溪恰曾三杯，从来西家报喜，恭喜你的一路平安，一路平安，把家归。 这
J'ai eu beaucoup d'émotions aussi en visitant un musée du thé. Le thé, pour nous, c'est un produit, au fond, dont on connaît le résultat, dont on apprécie la qualité finale, mais dont on ne connaît pas bien la production. Et toute cette chaîne de production, tout cet attachement à la nature, toute cette précaution pour la feuille de thé, tout ce vieillissement du thé qui s'apparente au vieillissement du vin, tout ceci est aussi formidable à découvrir. Puis un jour, devant tant de beauté, je ne sais pourquoi, mais aussi peut-être parce qu'on avait, avec mon épouse qui était venue en vacances avec moi ici à Hangzhou, peut-être qu'on n'avait pas assez dormi, qu'on avait peut-être bu un peu trop de vin ou que la soirée avait été fatigante. Le lendemain matin, je m'étais réveillé avec un vrai mal de tête, une migraine. Et alors là, on m'a conduit dans une pharmacie où je cherchais un médicament pour apaiser ma migraine et je suis tombé sur un musée de la pharmacie, sur une vieille pharmacie qui au fond, comme l'apothicaire d'autrefois, rassemblait dans un bois magnifique l'ensemble des petits tiroirs dans lesquels on mettait toutes les doses avec lesquelles on composait la médecine traditionnelle. Cette médecine qui a fait des miracles et qui aujourd'hui en Chine est parallèle à la médecine moderne. On peut vous proposer des traitements, des thérapies par la médecine traditionnelle ou par la médecine moderne. Cette pharmacie reste dans ma mémoire et j'ai l'impression que le seul fait de rentrer dans la pharmacie m'a guéri de ma migraine. Vous voyez, des histoires à Hangzhou, j'en ai beaucoup et c'est une ville qui est très intéressante à visiter et c'est pour ça c'est une capitale touristique pour la Chine. Le lac est un lac merveilleux. Je me souviens d'avoir fait un jour un déjeuner sur le lac. C'était dans un endroit très calme, très serein, où on mangeait du très bon poisson. Et on était calme, il n'y avait pas de bruit. C'était vraiment un moment délicieux de poésie. Et puis d'un seul coup, une musique très très forte a jailli de l'eau. Et puis des jets d'eau sont arrivés. Et un spectacle formidable de jets d'eau s'est déroulé. Et là, on a vu des bateaux et des milliers, peut-être des centaines de milliers de gens qui vont se rassembler pour voir ce spectacle des jeux d'eau sur le lac. S'il y a un lieu où on peut bien parler d'innovation, c'est Hangzhou. Parce qu'en effet, déjà du temps où Xi Jinping était le premier secrétaire de la région, du Zhejiang, il mettait la priorité sur le développement économique. On a vu que le pouvoir d'achat s'est développé considérablement dans cette période, dans cette région. Il tenait beaucoup aux questions culturelles, mais il s'occupait beaucoup déjà d'innovation. Et quand j'ai lu son livre sur la gouvernance chinoise, j'ai vu que le mot innovation était l'un des mots les plus employés. Et puis, quand il y a eu, en janvier dernier, la rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, figurez-vous que la priorité des priorités, c'est devenu la technologie, la révolution digitale, les impacts sociaux et politiques, et puis l'intelligence artificielle, c'est-à-dire toute l'invention du monde de demain. Alors on continue à parler aéronautique, on continue à parler énergie nucléaire, mais maintenant on parle d'intelligence artificielle et de haute technologie. C'est, je pense, une stratégie commune de la France et de la Chine. La Chine a choisi comme stratégie non pas de produire de la basse qualité avec des prix très bas, elle a choisi la stratégie, je dirais, de l'intelligence ajoutée. Et il appelle, le président chinois, les jeunes Chinois à créer, à inventer. Il leur dit même dans son livre qu'il faut qu'ils aillent à l'étranger pour apprendre, pour discuter, pour construire des réseaux et puis rencontrer d'autres chercheurs. Il faut faire en sorte que ce monde de la technologie communique entre eux pour qu'on puisse tous ensemble avancer. Et il y a maintenant en Chine, dans toutes les universités, dans toutes les grandes villes, il y a des lieux, des clusters, des endroits où, on appellerait ça en France des pôles de compétitivité, où les chercheurs, les industriels, les intellectuels, les uns et les autres se rassemblent pour trouver des solutions aux problèmes nouveaux. La haute technologie, au fond, c'est la ligne de stratégie de tous les pays modernes. C'est pour ça que les pays modernes sont des pays qui choisissent ce double objectif de réforme et d'ouverture qui, depuis 40 ans, fait le succès de la Chine. La réforme, pourquoi? Parce que le monde va tellement vite
qu'il faut faire la réforme permanente. On ne peut pas s'installer dans son fauteuil et attendre que l'histoire passe. Il faut toujours s'adapter au monde moderne. Donc la réforme, c'est une priorité pour tous. Mais l'autre priorité, c'est l'ouverture, et notamment avec les hautes technologies. On ne réussit pas tout seul, dit M. Macron. Et M. Xi Jinping lui répond, je suis d'accord, on a besoin des uns et des autres pour réussir. Et donc il faut pouvoir échanger. Mais le monde va tellement vite, le monde va à une vitesse qu'on n'imagine pas. J'entends encore des gens dire, par exemple, que sur la propriété intellectuelle, il faut que la Chine fasse des efforts. C'est vrai que nous avons tous des efforts à faire, mais vous allez voir que dans peu de temps, c'est la Chine qui va demander à ce qu'on protège ces innovations, parce qu'elle va très très vite, et que beaucoup de ces innovations, aujourd'hui, intéressent le monde entier. Dans cette course-là, il faut pouvoir avoir des partenariats, et je crois que dans cette nouvelle ère où Emmanuel Macron a pris les commandes en France et où Xi Jinping a celle de la Chine bien en main, je trouve que l'innovation et tout ce qui concerne les hautes technologies doivent faire partie de la priorité, des priorités de nos échanges. Les innovations se développent, il faut que les leaders, d'une part les élus, les responsables, mais aussi la population s'intéresse aux technologies. Ce qui est, je crois, une des forces de la Chine, c'est que sa population est capable de s'adapter très rapidement à des changements. On a vu combien, en peu d'années, de nombreux ruraux sont venus vivre en ville et ont pris les habitudes urbaines très rapidement. Et on voit aujourd'hui, dans un pays où on connaissait peu les cartes de crédit, on payait beaucoup en argent liquide, devenir très rapidement un pays dans lequel on a des moyens de paiement par téléphone et avec les smartphones. Et donc, il y a une capacité d'adaptation de la population qui est très très forte. Et je vois que cette capacité de la population est un des leviers pour lesquels les autorités cherchent aujourd'hui à développer les technologies. Oui, je vois que la population est très attirée par les nouvelles technologies. 我是第一次过来这边购物，然后刚刚我在买单的时候，有别人告诉我说这边可以扫码购，然后我尝试了一下，发现还是蛮方便的，只要手机扫个码之后，然后就可以直接付款，直接可以走了，就好像就是自己是一个收银员一样，特别方便。打开手机付款码并扫描。随着时代进步，可能各种支付方式都会产生。然后对于现在这种他推出这个刷脸的这一种，虽然没有尝试，我打算一会儿去尝试一下。Donc, je pense que c'est grâce à une politique qui doit développer les relations entre les chercheurs, les universitaires, les techniciens, les ingénieurs, et puis les usages communs pour qu'on puisse avoir envie de regarder un match de football quand on est dans un train, pour qu'on puisse avoir envie d'avoir des informations sur sa santé après un jogging. Tous ces sujets de la vie quotidienne, il faut pouvoir les connecter en permanence au progrès de la technologie. Et ça demande un dialogue avec les habitants, avec la population, et c'est sans doute un des atouts de la Chine aujourd'hui que cette population qui est avide de technologie et qui n'a pas peur de la technologie. Je pense qu'un des points importants de la Chine aujourd'hui, c'est que là on ne craint pas le progrès, et je vois que sur des innovations qui inquiètent en France, qui créent des débats, quelquefois des débats éthiques profonds, je vois que globalement en Chine, très souvent, il y a une sorte de confiance dans le progrès, un choix de l'innovation, un goût pour l'aventure technologique qui rend naturellement le pays demandeur, ce qui fait que se développe ainsi une offre de la technologie. Il y a en effet beaucoup d'innovations chinoises qui se développent en France. Le réseau WeChat est aujourd'hui très connu. J'ai utilisé le réseau WeChat pour mes amis chinois, mais maintenant je l'utilise pour beaucoup de mes amis français, et nous communiquons entre Français souvent par l'intermédiaire de WeChat. I want to record just now the... Can we scan your WeChat code? How long you been using WeChat? Oh, 3 or 4 years. 4 years. So, did you communication with the Chinese, or you can read the Chinese? I had a lot of Chinese. Je crois que les technologies, elles ont vocation à aller partout dans le monde. Ce qui est très important, c'est de pouvoir combiner les technologies. Nous le verrons naturellement avec le véhicule autonome,
qui sera dans l'avenir une concentration de technologies nouvelles. Et on verra bien ici que finalement la valeur se déplace. La valeur qui était sur l'automobile elle-même deviendra progressivement une valeur sur un système, et qui sera un système d'information. On voit tous ces mouvements s'annoncer. Et donc ce qu'il faut avoir en perspective, c'est la coopération. On le voit pour le vélo qui est aujourd'hui connecté. On voit un certain nombre d'innovations qui sont apportées par tel ou tel pays, en l'occurrence la Chine. Et on voit que derrière, il peut y avoir des systèmes organisés, par exemple des villes françaises ou des régions qui veulent s'intéresser à ce type de technologie. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est de bien voir que la valeur sera le service. La valeur, c'est finalement le bien-être du consommateur, le bien-être du citoyen. Et c'est cette valeur-là qu'il faut essayer d'atteindre. Et pour cela, il ne faut pas hésiter à conjuguer les technologies. Il ne faut pas chercher trop à nationaliser les technologies. Il ne faut pas trop chercher à enfermer dans des frontières les technologies. Les technologies, elles sont là pour aider l'homme à satisfaire ses besoins. Et c'est en faisant en sorte que le consommateur soit satisfait, que l'habitant soit épanoui, qu'on fait en sorte que les services augmentent. Et ces services-là, pour augmenter, doivent être conjugués avec les chercheurs du monde entier. Le développement des hautes technologies est souvent en effet une question de talent. Il faut promouvoir les talents qui ont la connectivité, je dirais, dans leur propre cerveau, qui ont ce goût de l'échange et de la technologie, ce goût de la rapidité, ce goût de l'information. Et au fond, c'est encore dans les écoles qu'on apprend le mieux ce type d'attitude. Certes, certains sont doués naturellement, car au fond, la technologie, ce n'est pas un domaine à part de la vie. La technologie, ça concerne directement la manière de vivre dans sa maison, de consommer son électricité, de piloter sa voiture, d'avoir des pratiques sportives. La technologie, elle est dans la vie aujourd'hui. Et il faut que les leaders, et notamment les leaders entrepreneuriaux, aient à la fois la compétence technique, mais aussi la compétence sociale, la compétence politique, la compétence stratégique. Et je crois que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de veiller à ce que les technologies améliorent la vie des gens. Et de ce point de vue-là, c'est un peu le travail des leaders, c'est un peu le travail de ceux qui, dans nos universités, dans nos écoles, sont aujourd'hui en formation. Il y a beaucoup d'échanges entre la France, l'Europe et la Chine sur le plan de la formation des leaders. Et c'est un atout, je crois, de pouvoir échanger entre ceux qui travaillent les technologies ici en Asie, ceux qui travaillent en Europe, de faire en sorte qu'on puisse accueillir des étudiants dans nos universités, comme ça se fait bien sûr aux États-Unis. Et nous voulons faire qu'il y ait entre nos systèmes universitaires de plus en plus d'interactions et de recherche communes. Je pense que nous avons besoin pour l'économie de demain de leaders qui soient formés non seulement à la technologie de demain, mais qui n'oublient pas les valeurs de nos civilisations. Quand on a la chance pour un jeune Chinois d'être ouvert à toutes les technologies, on ne doit pas oublier les traditions chinoises, la vieille civilisation chinoise, la sagesse chinoise. Et donc tout notre enjeu aujourd'hui, par une politique de formation ouverte, tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de concilier l'exigence de la civilisation et de ses traditions, et puis l'exigence de la modernité et de l'innovation. Alors naturellement, ici, à Hangzhou, il faut voir Alibaba. And these are some of the pictures of the activities and businesses. So this was 1999. So Alibaba, when they started, they were a lot challenging, and the biggest one was actually looking for people to join the company. It's customers first, employees second, shareholders third. So during our IPO, you know about Double 11? It is the world's largest online shopping festival. Yes.
c'est une entreprise exceptionnelle. D'abord, le fondateur, Jack Ma, est un personnage incroyable. C'était un prof d'anglais, mais un prof d'anglais qui cherchait toujours dans sa vie toutes les opportunités et qui a trouvé l'occasion un jour d'aller en Australie et d'y prendre le goût de l'aventure et de créer ce qui va devenir cet empire mondial Alibaba. Aujourd'hui, on voit non pas une entreprise quand on va la visiter, on voit un campus. Cela ressemble à une université avec une moyenne d'âge de 27 ans. Et là, beaucoup de jeunes équipes qui travaillent sur toute la globale communication dans le monde. C'est-à-dire qu'on travaille là aussi bien sur Internet, sur les réseaux sociaux, que sur les technologies nouvelles, par exemple, comment payer avec Alipay, c'est-à-dire avec le téléphone, ou comment se soigner, comment avoir accès à des médecins. En Chine comme ailleurs, on manque de médecins. Donc on organise des systèmes d'application pour que vous puissiez faire appel à un médecin au-delà de la distance, et puis il va vous conseiller en fonction d'informations qu'il a reconnues. Et donc, chez Alibaba, on voit des équipes qui sont des équipes très jeunes, créatives et très mondiales. Dans la réunion à laquelle j'étais, il y avait un Américain, une Italienne, des Chinois, un Français. C'était un melting pot très intéressant. Et au fond, il y a une vraie réflexion sur le monde de demain. Et comment, par exemple, faire en sorte qu'une petite entreprise du Poitou, ma région natale, puisse vendre en Chine. Eh bien, grâce aux nouvelles technologies, ces produits locaux peuvent avoir accès à des plateformes de distribution et de détail très élargies. C'est vrai naturellement des entreprises françaises qui veulent aller en Chine, mais c'est aussi vrai des entreprises africaines, des entreprises canadiennes ou des entreprises chinoises qui veulent y aller ailleurs dans le monde. On y voit dans cette entreprise aussi beaucoup de gens qui réfléchissent à des technologies d'avenir. On voit qu'ils ont réfléchi sur la blockchain et on voit qu'ils ont réfléchi par exemple sur un problème très important qui est le microcrédit. Le microcrédit, c'est ce qui permet dans un pays émergent, avec des populations très fragiles, de pouvoir emprunter des petites sommes, mais des petites sommes qui parfois sont l'occasion de créer un emploi. Et comme cela, vous pouvez avoir, grâce à Alibaba, la possibilité en quelques minutes d'emprunter quelques milliers d'euros sans instruction très lourde pour recréer votre entreprise en Afrique ou ailleurs. Il y a là une simplification du commerce, une sorte de rapprochement de la consommation et de la production qui est particulièrement intéressante. Alors, naturellement, il y a, nous le savons bien, toute la question des big data, toute cette information qui est maintenant concentrée par ces moyens informatiques immenses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les échanges simplifiés, rendus plus rapides, ça crée de la croissance et ça crée de l'activité. L'objectif d'Alibaba, d'ici une dizaine d'années, c'est de soutenir 10 millions de PME en situation profitable partout dans le monde. Ça vaut quand même le coup pour beaucoup de nos territoires. Il y a entre Nice et Hangzhou une fraternité, je dirais que c'est la fraternité de la promenade. À Nice, on se promène le long de la plage, sur ce qu'on a appelé la promenade des Anglais, dans la baie des Anges. C'est une belle promenade où on peut à la fois voir la mer et voir la ville. Et là où la population se rassemble, se croise, et où se crée une sorte de fraternité de la promenade. Oh, il ne s'agit pas de faire du jogging, il ne s'agit pas de courir, il ne s'agit pas de se poursuivre. Il s'agit simplement de croiser des regards, de se promener et souvent de profiter de la douceur du soir. Eh bien, à Hangzhou, c'est la même chose, sous les platanes. Ce qui est magnifique à Hangzhou, c'est de voir ces familles, et notamment ces enfants. Hier soir, il était 21h30. Beaucoup de parents, de jeunes parents, avec des petits-enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, se promenaient et goûtaient la chaleur du soir. Il y en avait beaucoup, parce qu'en Chine, dès qu'on rassemble le monde, il y a beaucoup de monde. Et ça donnait une ambiance vraiment poétique. Je pense à un grand poète, qui était un poète du lac, à Lamartine, qui disait « Qui assemble le peuple,
l'émeut de son seul rassemblement. Eh bien, quand vous voyez tout ce monde qui se promène en silence le long de cette grande promenade du lac de l'Ouest, vous pensez en effet à la Méditerranée. Et vous voyez ces beaux platanes avec ces feuilles gourmandes et avec ces troncs un peu déchiquetés, mais qui laissent percer l'avenir du printemps sur les traces de l'ancien automne. Et que finalement, ce devenir est en permanence en mouvement. Je peux dire vraiment que la promenade le long du lac de l'Ouest, qui est ce lac formidable de Hangzhou, c'est un des plus beaux moments que l'on peut rencontrer en Chine. Et là, malgré la population nombreuse, malgré le bouillonnement des êtres, finalement, on trouve la douceur de la nature. Le bonheur à Hangzhou, d'abord, on le voit dans la rue, et notamment sur les promenades, et on le voit avec les enfants dans les rues. Mais il y a naturellement un bonheur de la nature ici, puisque les arbres, le thé, il fait que la verdure est très présente. Mais il y a aussi le bonheur de la ville, c'est-à-dire que c'est une ville en développement, et c'est une ville qui fournit des emplois, et c'est une ville qui fournit des richesses. Je sais qu'en 2002, quand Xi Jinping a pris les responsabilités de cette province, il avait le niveau de vie des habitants en objectif principal. J'ai eu l'occasion de le rencontrer dans ces circonstances. On voyait bien que le niveau de vie de la ville était une des préoccupations de la province. Et puis, progressivement, on a vu que l'avenir de la croissance d'une ville dépendait de son aptitude à être dans le camp de l'innovation. Et là, on a vu aussi, sur le plan de la formation, sur le plan universitaire, comme sur le plan scientifique, se développer des capacités d'innovation extraordinaires, comme le montre le développement d'Alibaba ici à Hangzhou. Donc je crois que l'équilibre de cette ville a été vraiment un équilibre fondé sur cette double identité d'une ville où la qualité de la ville est une qualité plus naturelle que dans bien d'autres villes de Chine, mais en même temps aussi technologique et aussi tournée vers l'expansion. Alors les voies de progrès, finalement, elles sont sans doute dans ce qu'est l'internationalisation et l'ouverture de Hangzhou, parce que finalement, Hangzhou est encore une ville qui, sur le plan mondial, est connue de manière récente. Moi, je me souviens, quand il y a une vingtaine d'années, j'étais en train de parler de Hangzhou à bien des publics en Europe. Peu de gens connaissaient Hangzhou. Et c'est au début des années 2000 que Hangzhou a connu son premier développement, et puis c'est naturellement avec l'organisation du G20 que le monde entier a eu la connaissance de Hangzhou. Mais je crois qu'Hangzhou a, sur le plan touristique, des capacités de développement formidables. La culture et le tourisme, culture, tourisme et nature sont des leviers de développement de Hangzhou considérables. Si vous ajoutez à cela l'innovation et la technologie, vous voyez qu'il ne manque pas grand-chose à cette ville pour réussir à être une ville des plus brillantes au niveau mondial. On va bientôt se quitter maintenant, mais on va garder une image en tête, celle de Hangzhou. Cette ville qui veut inventer la ville de demain, la ville qui invente la Smart City, la ville qui cherche le mode de vie de demain. Et cela, ça passe par une grande attention à la qualité de la vie, à l'environnement, à la protection de la nature, à sa verdure, à la protection de l'eau, à l'anticipation des typhons qui ici font quelquefois des dégâts importants. Et donc il y a cette préoccupation-là de la protection de notre maison commune, de notre planète. Et puis il y a aussi l'avancée technologique et au fond d'être parmi les pionniers. Les pionniers pour défendre la nature, les pionniers pour inventer l'avenir. C'est un peu ça que cherche Hangzhou et c'est pour ça que c'est une ville qui pour nous tous peut rester une ville modèle.